Nous allons commencer notre troisième thème, la pollution marine et le changement climatique. We're going to start theme number 3, Sea Pollution and Climate Change. L'académicien modérateur, the moderator, will be Hervé Baudu, professeur en chef de première classe de l'enseignement maritime, enseignant en sciences nautiques, section navigation et océanologie, je vais y arriver. So Hervé Baudu is a senior lecturer in nautical science and navigation and oceanology section. I will have a hard one on this one. Les intervenant numéro 1, Jens Sund, de l'Université maritime des Nations Unies, présenté par l'Académie de Suède. Jens Sund, presented by the Academy of Sweden. François Galgani, responsable de projet à l'IFREMER et spécialiste d'écotoxicologie marine. François Galgani is project manager at IFREMER, the French Research Institute for the Exploration of Maritime Environments, and specialist in marine ecotoxicology. Christophe Masse, océanographe physicien à l'Institut de recherche pour le développement, and from the Institute of Research for Development, Christophe Masse. Et j'appelle au pupitre donc Monsieur Hervé Baudu. Et à tous, Madame l'ambassadrice, Monsieur le directeur général de l'ENSEM, chers consoeurs, chers confrères français et étrangers, chers messieurs les officiers et chers amis, chers étudiants. Donc j'ai le plaisir cet après-midi d'animer la table, rien que ça, changement climatique et pollution. On a 1h30. J'ai absolument pas la prétention, moi et nos pénalistes, de faire un résumé consensuel de toutes ces activités-là, et on a plutôt préféré de faire un focus sur certaines nombres de choses. Donc on a trois thématiques là, et pour ça on a la chance et l'honneur d'avoir trois éminents personnalités. Donc, le professeur Zenshum de l'université de Malmö, recommandé par l'Académie de Suède, on en remercie. Le docteur François Galgani de l'Institut de recherche pour l'exploitation de la mer, IFREMER, qui est bien connu dans notre métropole, et le docteur Christophe Maes de l'Institut de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement durable. Donc bienvenue à Marseille et merci de votre présence et d'avoir consacré un peu de temps à ce colloque. Alors comme les deux tables rondes, on l'a signifié, mais je le rappelle, donc on a 1h30 pour pouvoir échanger. Le but c'est effectivement, moi je vais pas m'étendre sur le sujet puisque on a des spécialistes avec nous, donc c'est de faire chacun à peu près entre 15 et 20 minutes de présentation, et puis après on se réserve un temps de questions à la fois et évidemment et surtout de la part de l'auditoire. Donc tous ces échanges seront en français avec la traduction si elle marche relativement bien, mais le professeur Jensou fera son intervention en anglais et on le remercie. Donc on passera donc dans l'ordre le professeur Zensou, ensuite Monsieur François Galgani et Monsieur Christophe Maes. Alors, en mot introductif, évidemment, le sujet est sans vaste, le dérèglement du réchauffement climatique. Nous avons fait le choix de donner donc la parole à deux experts de la pollution marine. Donc, le premier nous dressera un peu un panorama général de toutes les pollutions de l'océan, et puis après on fera de manière un petit peu plus pointue sur la pollution sur les plastiques. Et auparavant, on aura aussi un thème qui est plus lié à la réglementation internationale des droits de la mer, avec le professeur qui nous fera un éclairage très particulier, mais lourd de sens, sur un point très particulier, sur l'avis consultatif du tribunal international du droit de la mer, sur le changement climatique, qui implique, consultatif, qui implique directement les États côtiers, tribunal adossé, comme vous le savez, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, bien connu des marins. Alors évidemment, l'accélération du changement climatique et ses conséquences pour les nombreux marins que je suis, que nous sommes ici, au moins avec beaucoup d'appétence dans ce sujet-là, constate malheureusement au quotidien que la mer est polluée, mais également aussi les ports. Tout ça sont liés, c'est cette fameuse chaîne, blockchain. Toute la communauté maritime est évidemment très impliquée pour minimiser l'impact des pollutions générées par le shipping en général, avec des objectifs contraignants, notamment avec la décarbonation du trafic maritime, mais également décarbonation des ports. Tout ça c'est évidemment bien lié. On a vu la connexion entre l'inland et la mer. À ce sujet-là, pour illustrer un peu notre propos, on a de belles initiatives reconnues mondialement, en France,
faut le dire, quand les choses vont pas, on le dit, mais quand ça va bien aussi, il faut le dire. Donc j'en profite, notamment, bon, on a quelques petites expertises hein, sur notamment le transport à la voile, avec des navires de charge qui sont équipés de systèmes innovants d'assistance védique, hein, avec Neoline, avec Zephyr et Boré, avec d'autres, hein, pour Konosiki 2, pardon, mais également des solutions à propulsion à hydrogène avec Energy Observer, hein, qui sont des prototypes, hein, ou des projets notamment qui nous destinent directement, avec des projets sur la gestion des plastiques, avec Plastic Odyssey, hein, qui est un collectif d'acteurs engagés pour réduire la pollution à partir, cette fois-ci, donc de l'océan, mais à partir des déchets terrestres. Hein. J'en profite, hein, tous ces projets sont d'ailleurs initiatives d'anciens élèves, donc je dis ça pour nos jeunes, hein, qui, dès quasiment la sortie de l'école, pour la grande partie d'entre eux, hein, se sont investis sur ces projets-là, qui sont de renommée et d'intérêt effectivement internationaux. J'en profite, hein, parce que mon intérêt, mon appétence et mon expertise sur les enjeux polaires maritimes me permettent de constater combien la disparition de la banquise, si on fait le focus sur la cryosphère de ces pôles, avec la disparition de la banquise en période estivale, en océan Arctique et en Antarctique, verra en Arctique hein, l'émergence certainement de routes maritimes via le pôle Nord avant 2050, c'est ce que prévoit le GIEC hein, dans ses derniers rapports. Et les risques de pollution que ça va entraîner, puisque s'il y a une augmentation de trafic maritime dans cette zone qui est particulièrement sensible, évidemment, toutes les instances sont relativement sensibles à ce genre de choses-là, et ça nécessite évidemment d'être réglementé, même si c'est en cours, mais c'est pas encore fini. Hein. Et donc on parle dans ces cercles-là qui étudient la pollution en particulier en Arctique, hein, qui sert à être réglementé, notamment avec l'OMI, l'Organisation internationale maritime, des réglementations qui sont en train de se mettre en place, comme le carbone noir, c'est-à-dire les suies qui sont évacuées des échappements, mais également les choses qu'on n'a pas encore parlé, avec une pollution qui est vraiment d'un grand intérêt et qui est en train de se légiférer, qui est la pollution sonore. Hein. Donc, et ça, dans cette partie arctique-là, notamment, hein, pour l'illustrer, c'est propulsé et évolue et accompagné par les populations locales, hein, qui, effectivement, là aussi, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est des sujets aussi qu'il faut avoir en filigrane, hein, en arrière-plan, quelles sont les conséquences pour les populations insulaires, pour les populations locales, hein, et pour l'Arctique que je connais bien, notamment les Pyrénées ont une grosse incidence sur la zone de chasse, qui sont, pour ces populations-là, très attachées à la pêche artisanale. Donc pour illustrer tous ces phénomènes, on va commencer par le professeur Zensou. Et donc le professeur Zensou est donc chercheuse associée à l'Institut mondial des océans Sasakawa à l'Université maritime mondiale de Malmö, en Suède. Avant de rejoindre l'Université de Malmö, la professeure Zensou était chargée de recherche au Centre de droit international de l'Université nationale de Singapour. Ses recherches portent principalement sur le droit de la mer, la réglementation internationale du transport maritime, l'égalité des sexes dans la gouvernance des océans, les actions en faveur du climat et la protection de l'environnement marin. Elle a publié un large éventail, sur un très large éventail de livres, enfin de sujets relatifs au droit de la mer et la gouvernance des océans, notamment sa dernière étude en 2025 intitulée « Trouver un équilibre dans la zone économique exclusive ». Et donc, elle va nous parler, va s'entretenir de l'avis consultatif du Tribunal international du droit de la mer sur le changement climatique. Professeur, you have the floor. Good afternoon. I want to start by apologizing to those who speak French, and for the limited that I understand, I trust he kindly introduced me. My name is Chen Sun. I'm Chinese. I work at World Maritime University, and thank my colleagues at Swedish Navy Academy for nominating me to join you today. My area is on international law of the sea, and I've been working on shipping-related matters for the past 5-6 years. What I'm talking to you today is to introduce the relatively new development in the law of the sea, which was advisory opinion given by the International Tribunal for the Law of the Sea on state responsibility relating to climate change in the ocean space. What I intend to do is to establish the contact between the law of the sea and climate change, what that advisory opinion is,
what does it do? And specifically in this case, what did the court interpret the treaty obligations of states under UNCLOS related to climate change impact, and what it means in a broader sense. So, as we know, UNCLOS was known as the constitution for the oceans. It means to regulate all the activities at sea. And the above-mentioned BBNJ agreement is the third implementing agreement under UNCLOS. But UNCLOS was largely negotiated in the 70s based on the development in the 50s onward and adopted in 1982. That was well before international environmental law fully took stage on international forum. It was before the term of climate change entered the legal framework. So in short, there was no direct mentioning about climate change in the Law of the Sea Convention. But UNCLOS did lay down general obligations for states to protect and preserve the marine environment and take all measures necessary to address marine pollution. And this is based on this linkage and the states trying to make a linkage how Law of the Sea can be interpreted and applied in the context of climate change. I put the definition of the pollution here just to demonstrate that how we can make the linkage of whether or not GHG emissions actually fell within the definition of marine pollution, and hence bring up all the rights obligations related to states to deal with GHG emissions. UNCLOS is meant to be a living document. What it uses is by rule of reference to incorporate existing rules as well as subsequently developed international rules and standards on different issues relating to maritime pollution, marine pollution. This is the foundation to make the linkage. And UNCLOS also did address specific sources of pollution based on land-based, vessel-based, atmosphere-based, through that introducing international rules and standards negotiated for that purpose. For climate change law, now it's developing into a major subject in public international law. But the international convention-wise, it really started from the 90s. UNFCCC defining climate change as introduced by human activities, which is linked with the definition of marine pollution per se. Later on, we had the Kyoto Protocol defining developed states specific targets for regulating their emissions of GHG. And in 2015, we have some broader agreement, Paris Agreement, that asks states to determine their own contribution of how we can achieve the climate change target. But ocean and climate has somehow managed to almost in parallel. They have occasional reference to one another, but not seriously. So the Ocean and Climate Dialogue was only established in 2019 and took full-fledged only in Dubai in 2023. And now we can see a little bit more interactions between these two regimes. So this is also where the new the advisory opinion will have an impact on this. Yeah. We go to one more. Yeah. Thank you. Got a bit technical issue. So ITLOS was the judicial body specifically established under the convention. It also makes reference to the use of ICJ, Arbitral Tribunal, Special Arbitral Tribunal, but ITLOS is the one designated to deal with interpretation and application of UNCLOS. UNCLOS laid down a general obligation which is in line with the UN Charter, that is to peacefully settle disputes amongst the state parties, and they established the compulsory third-party dispute settlement procedures. There is a distinction between continuous cases and advisory opinions. The first category is State 1, State A bring a case against State B. It will be binding between those two parties, but advisory opinion has no legal binding effect. It is a clarification of the legal interpretation on legal issues. It has a broader, potentially broader application for the international community in general.
there's no direct reference to ITLO's function of giving advisory opinion on legal issues. This was and still being challenged by some countries that whether ITLOS has the capacity to deliver as a full tribunal on legal issues relating to a specific legal issue relating to law of the sea. But ITLOS took the position that it does have the jurisdiction if it is brought properly by an international agreement confirming jurisdiction on ITLOS. And this is exactly what the island states did. This was a long process, probably taking back to a couple of decades of small island states, which are those low-lying islands that are particularly affected by sea level rise, for example, and extreme weathers, that as a consequence of climate change, those states have suffered disproportionately because historically and currently they are making limited contribution to GHG emissions, but suffering the consequence for that. So for a couple of decades, they've been discussing what should be the legal consequence for states that have historically contributed the most, have the ability to address, but not taking the actions. So these are the behind-the-scenes discussions on how they try to find a legal channel to bring the state to be responsible. This is the first advisory opinion brought by the small island state. Was led by Antigua and Barbuda and Tuvalu. They established the CIOS, the Commission of Small Island States on Climate Change and International Law. They requested for ITLOS to give the opinion. And during the process, there were 7 other states acceded. ITLOS invited all state parties to UNCLOS to submit written statements on their understanding of what are the legal obligations of states. So the opinion was delivered last year in May. Those 2 specific questions, it was spearheaded by quite a few number of international environmental law scholars to clarify what are the specific obligations of states under UNCLOS to address GHG emission. But they have to find a linkage between UNCLOS provision and the GHG climate change. So they took on Article 192 and 194, which is drafted alongside these 2 questions. The first one is in terms of addressing pollution, whether GHG emission fell under UNCLOS scope and what are the specific obligations for state to address it. The second is in terms of protecting and preserve the marine environment. Does it link to the impact that brought up by climate change? So on question number 1, it is a crucial moment. The scholar and the scientist has been presenting this argument for decades that GHG emission is marine pollution. But this is the first time ITLOS giving an authoritative interpretation that it does. This brings in all the part 12, which is protection of marine environment, under the realm of climate change, making the specific linkage between state responsibility to state obligation to reduce GHG emission that is fell under their control or taking place within their territory. Acknowledging that state has obligation under UNCLOS, as I mentioned before, UNCLOS is meant to be a living treaty, that it will bring in newly adopted international rules and standards on relevant questions. That brings in the whole subsequently agreed UNFCCC Paris Agreement into the realm of addressing pollution, GHG emission from states. And what it means is obligation under UNCLOS is a hierarchical obligation, fulfilling the commitment made under Paris Agreement, not necessarily saying the state had fulfilled the obligation to protect and preserve the marine environment. So it's only one element of the specific commitment under a specific treaty, but UNCLOS brings up a higher obligation for states. The obligation, of course, is one of conduct, not one of results, which means the diligence is for state to take action, not necessarily saying I have to see a certain result. This has to be evaluated in the specific context, whether to what extent state has really conducted to the ability that they can. The marine pollution under UNCLOS has been categorized or attributed as 3 different main sources. Could be land-based activities, that including all the fossil fuel uses on land.
used from the ships, diesel fuel used as marine fuel, as well as through or from or to the atmosphere. That brings in all the sources that under the category of marine pollution. And the last three findings are common to question 1 and 2, which specify state has obligation to cooperate, and for developed states have the obligation to assist developing countries, especially for vulnerable small island developing states. The last one is for states to conduct environmental impact assessment for any activities fall under their jurisdiction if it's reasonable to suspect the activity at mentioning will cause effect on climate change. So the second question is relating to the interpretation of the scope of protect, preserve marine environment. Marine environment has not been defined under the legal context. If we bring in different provisions, the different judicial decisions has incorporated into the natural environment, living resources that include ecosystem, marine habitat. For all this, based on these linkages, ITLAWS went through to clarify specifically what does it mean by preserving living resources, sustainable use, and brings in, if BBNJ comes into play, this will be another supporting legal obligation to interpret state obligations. The last three are shared with the other opinion. So if we take relating to the ocean space, climate change impact, we put UNCLOS as a hierarchy obligation. What this opinion did was to clarify states have the obligation to take all necessary measures to prevent, reduce, and control anthropogenic GHG emissions from activities under their jurisdiction or taking place within their territory. The second is states have the obligation to protect and preserve the marine environment from effects from climate change and ocean acidification. Preserve means that maintaining a certain status, and from deterioration, that's also linked to the adaptation actions that states can and have to take under Paris Agreement, as well as UNFFC. Linking with the three specific sources, states will be able to use their obligations under specific international regulations and treaties to clarify what are the obligations. What do we mean by due diligence? So some concluding observations, I think what comes heavily is rely on science to do this interpretation, especially on the impact of climate change on sea level rise, ocean acidification, and extreme weather events, to really bring science into the decision making and judicial decision process. GHG emission are marine pollution, and states fulfill, in order to fulfill UNCLOS obligations, that is the basic requirement for them to comply with other treaty obligations addressing climate change impact. The due diligence will have to be interpreted in the context. The content would depending on the nature of the specific treaty obligation as qualified as such. And it could vary over time, and it also depending on the capability of certain states in discussion. The standard is determined among other factors of the risk and the level of harm combined. This means they put climate change impact as highest risk, which requires states have a stronger standard of diligence to take actions, to monitor their activities file under their jurisdiction. And then this is the first time also, because in UNCLOS provisions, it's shall, endeavor, should, these obligations are in terms of doing your best effort. This judicial opinion clarified it's a specific obligation for states to cooperate in good faith to negotiate international rules and regulations and to assist in need states to achieving their standards. So I'll stop there. I welcome discussions afterwards. Thank you. On pourra éventuellement effectivement aborder un peu après la situation des États insulaires, et notamment avec le risque
l'élévation du niveau de la mer et toutes ses conséquences, notamment effectivement sur ces problèmes juridiques. Nous enchaînons avec M. François Galgani. Monsieur est chercheur à l'IFREMER, spécialiste dans l'environnement marin et la pollution des océans. Il a mené des recherches au CNRS, à l'Université de pêche de Tokyo, l'Université de Stanford et à l'IFREMER, travaillant en Europe, au Japon, aux États-Unis et également en Polynésie française. Le docteur Galgani a dirigé des groupes d'experts internationaux pour le titre des Nations Unies, des conventions de la mer régionale de la Commission européenne. Il a également contribué à l'initiative mondiale du G7, G20 et du comité consultatif scientifique pour le traité sur la pollution plastique. Avec plus de 70 expéditions océanographiques, il a publié et co-publié plus de 200 articles scientifiques internationaux. Il est par ailleurs le rédacteur en chef de la revue internationale Marine Pollution Bulletin, en franglais, préside l'association Éco d'Océan et dirige le chapitre pollution plastique pour le rapport d'évaluation des océans des Nations Unies en 2021 et en 2025. Nous allons lui laisser la parole pour qu'il nous fasse un focus sur la pollution marine, réalité, conséquences. Merci. Merci. Bonjour à tous, Madame l'ambassadrice, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les académiciennes et académiciens, Mesdames et Messieurs les participantes et les participants. Je vous remercie d'écouter un petit peu ma présentation. Voilà. Et je vous remercie également pour l'invitation à présenter un petit peu le travail. Je remercie le professeur Sun qui a donné le cadre juridique justement pour tout ce qui concerne la pollution et les travaux à venir. Donc je vais pouvoir orienter un petit peu sur les aspects plus scientifiques et vous donner les éléments, les principaux éléments pour comprendre un petit peu tout ce qui va autour de la pollution. Alors on a tous une vision très différente de l'océan, c'est parfois exotique, c'est parfois des voyages, c'est parfois la puissance des vagues, c'est parfois, comment dire, des ressources maritimes et autres, c'est parfois, il y a tout un ensemble de choses. Et puis évidemment les activités terrestres et puis les activités humaines en mer qui sont malheureusement source de pollution, qui peuvent altérer comment dire, l'état de l'océan. Alors, pour avancer, alors, je vais résumer un petit peu les différents types de pollution et donner les éléments essentiels. Là, celle la plus connue, peut-être, ce sont les pollutions par les hydrocarbures, avec quand même des bonnes nouvelles, à savoir que, vous voyez en haut à gauche, l'évolution des accidents. Et donc, on est maintenant, depuis quelques années, dans des périodes où il y a beaucoup moins d'accidents, c'est beaucoup mieux maîtrisé. Et donc, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, si j'ose dire. Évidemment, les risques sont liés fortement à la navigation, aux routes maritimes. Et ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'à côté des accidents qui représentent finalement que quelques pourcents des apports d'hydrocarbures, il y a aussi des apports chroniques. Donc dans les régions industrielles comme la V7 par exemple, il y a des quantités phénoménales qui arrivent régulièrement, il y a des apports atmosphériques à l'océan. Et puis il y a des sources naturelles. Si vous êtes dans le golfe du Guinée par exemple, il y a des soulèvements d'hydrocarbures. C'est assez peu compris, sauf depuis quelques temps où on commence à regarder ce qu'il y a comme le gisement d'hydrocarbures à exploiter. Malgré tout, il y a quand même, il faut le noter, tout n'est pas commentaire accidentel et tout n'est pas lié à une pollution anthropique, si j'ose dire, ça peut être aussi des pollutions naturelles. Alors à côté de la pollution par les hydrocarbures, on a également les pollutions par les... par les métaux, ce qu'on appelle les métaux de trace, avec là une question qui est récurrente, c'est de savoir quelle est la part entre ce qui vient des hommes. Évidemment, c'est facile lorsqu'il y a des usines. Vous avez l'usine de Gardanne qui a rejeté 20 millions de tonnes de peau rouge dans la réserve des Calanques, ce qui est devenu depuis la réserve des Calanques. Vous avez la même situation dans le sud de la Sardaigne, vous avez la même situation dans le golfe de Patras, et en fait dans beaucoup de régions du monde, vous avez des apports de métaux. Vous avez également pour la France le cadmium dans les rivières de Guyane, vous avez le cadmium en Gironde à cause d'une usine de batteries qui rejette depuis des années. Et donc alors on est en deçà des seuils de toxicité, ce qui est quand même heureux. Vous avez la Nouvelle-Calédonie, vous voyez en bas à droite par exemple, ce sont l'exportation de nickel à partir de la Nouvelle-Calédonie. Et donc là aussi, il faut tenir compte des apports naturels, notamment le lessivage. Et quand on retrouve des métaux lourds dans les poissons, il y a une partie qui peut venir de la pollution, mais une partie qui peut venir aussi, notamment les espadons et autres autour de la région sicilienne, avec les volcans et autres. Il y a une contamination qui peut être naturelle. Donc c'est assez compliqué de faire la part des choses. C'est vrai qu'il peut y avoir des pollutions par les métaux, mais comme pour les hydrocarbures, ce sont des pollutions qui sont de mieux en mieux maîtrisées, de mieux en mieux connues. Et on rentre maintenant dans des considérations qui sont plus scientifiques pour comprendre les mécanismes dans le détail et autres, et on n'est plus dans des gestions de crise, enfin en tout cas beaucoup moins dans des gestions de crise, comme ça peut être dans les passés. Alors, là, par contre,
fait partie. Voilà. Alors, à côté des pollutions par les hydrocarbures et les métaux, donc hydrocarbures en marée noire, on a également des pollutions par les polluants organiques, donc les pesticides, insecticides, autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des polluants qui sont exclusivement pour le milieu marin, les anti-fouling, les anti-salissures qu'on met sur les coques de navire, ce qui permet quand même d'économiser 10 à 15% du coût de fonctionnement d'un navire dans certains cas. C'est important sur le plan économique et sur le plan environnemental, ça peut être très conséquent. Les TBT et tributylèthanes sont interdits maintenant, mais sont utilisés encore dans quelques pays. Et il faut savoir que dans le rail de navigation du sud de la mer du Nord, 80% de certains gastéropodes ont un sexe inversé simplement à cause de ces produits qui sont très toxiques, puisque leur fonction c'est d'éviter la fixation sur les coques de navire. Donc il y a toute une recherche qui existe sur l'amélioration de ces substances de façon à ce qu'elles soient toxiques pour les bactéries du folie, mais qu'elles le soient moins pour l'environnement et pour le système en général. Je m'excuse d'abord. Voilà. Et puis sinon, donc, les insecticides, la démoustication, c'est vrai dans le Languedoc, c'est vrai dans toute la région méditerranéenne, des utilisations assez importantes, et localement, des conséquences assez importantes. Alors, ce qui est important, c'est soit pour les hydrocarbures d'une manière générale, sauf les émissions atmosphériques, que ce soit pour les métaux ou bien pour les insecticides, ce sont des pollutions qui en général sont confinées à une région, une zone qui peut être très locale. Dans le cas du réchauffement climatique, en fait, où les émissions de carbone, ça peut être global. Et dans le cas des pollutions chimiques, donc les solutions sont aussi beaucoup plus locales, et donc la stratégie de lutte ou de prévention, évidemment, peut être très différente. Voilà. Donc, alors, on a également, vous savez que si vous mettez des sels nutritifs, des nitrates, des engrais, par exemple, vous allez favoriser la croissance des plantes. En mer, c'est pareil, si des apports massifs de sels nutritifs, nitrates, phosphates, silicates et autres, vous allez favoriser la prolifération d'abord du phytoplancton, avec des zones, notamment antarctiques, qui jouent un rôle très important, des zones de pollution qui sont très importantes, avec des conséquences évidemment sur les stocks de pêche, inévitablement. Et puis donc, ce qu'on appelle des dystrophies, lorsqu'il y a un dérèglement, un déséquilibre par excès de l'un ou l'autre des sels nutritifs, on appelle ça l'eutrophisation. C'est assez classique, et les conséquences les plus importantes, je dirais, c'est ce qu'on appelle les zones mortes. Alors, elles ne sont pas vraiment mortes parce que la réversibilité est possible dans certaines périodes, mais il y a à peu près 500 zones dans le monde qui ont été décrites comme très affectées par l'eutrophisation. Là aussi, des phénomènes qui sont locaux, une gestion qui est plutôt locale, une réversibilité qui peut être favorisée si la gestion est bien faite. Et donc, par exemple, la mer Baltique, ça fait partie de la mission Océan de la Commission européenne. C'est un site de démonstration parce qu'il y a un taux d'eutrophisation qui est très important et qui peut affecter justement la pêche, qui peut affecter les équilibres de différents écosystèmes. Merci. Donc voilà, vous avez des exemples en Indonésie, par exemple, de production primaire. Vous avez les différentes zones mortes dans le monde. Et puis, donc, finalement, si on fait le bilan, vous avez des proliférations à cause de cette dystrophie et ces apports de sels nutritifs. Vous avez les eaux rouges, les eaux vertes, les eaux marron, marée rouge, marée verte, marée brune, si j'ose dire, marée noire, et puis, donc, on va passer à la question s'il vous plaît. D'abord, peut-être un bilan. Donc, pour dire, je ne vais pas rentrer dans le détail des émissions, ça a été discuté tout à l'heure, le cadre juridique, ça a été discuté tout à l'heure. Sur les accidents, donc, on est à peu près à 5 000 pour 5 ans, à peu près de l'ordre de 1000 par an. Les volumes lors des accidents sont moins importants, c'est important, mais il y a une vraie question autour des émissions de carbone, mais également de gaz. Et donc ça, c'est un problème qui doit être pris en compte, qui le sera au sein du NOx, c'est clair, et que celui qui doit être accompagné, parce qu'il y a des pays qui ont du mal à investir pour avoir des flottes qui soient beaucoup plus performantes dans ce domaine-là. Et sur l'eutrophisation, donc outre le nombre de zones, il y a aussi à travailler sur la réparation justement de ces solutions. Voilà, donc outre les marées noires, brunes, rouges, vertes, on a aussi ce qu'on appelle maintenant les white tide, les marées blanches. En fait, c'est la pollution plastique, avec des accidents. Vous avez vu ces containers qui sont perdus, qui transportent des microplastiques qui peuvent venir des plages. Alors, en fait, les sources, c'est assez simple, c'est là où il y a du monde. Donc, le sud-est asiatique, par exemple, génère des quantités de plastique dans le milieu naturel et en mer qui sont très importantes. Et ça, c'est la première cause. Et la deuxième cause, c'est le problème de la gestion du traitement des eaux et du traitement des déchets, qui est inexistant dans certains pays, ce qui fait que les concentrations sont particulièrement importantes dans le sud-est asiatique par rapport à d'autres régions. Personne n'est exemplaire.
on génère du plastique, on en a beaucoup sur les côtes françaises. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus touchés que les pays européens. On a une vraie question, si vous voulez, et puis des conséquences sociales avec une demande sociale assez importante sur le domaine. En termes de sources, donc, il y a les apports, les fleuves, il y a le trafic maritime, c'est la gestion classique, comment dire, des déchets, qu'ils soient plastiques ou pas, sur les navires, ça c'est quelque chose qui est récurrent, si j'ose dire, et puis vous avez la pêche, pour laquelle on estime que les apports de plastique sont de l'ordre de 10 à 15% simplement. C'est pas énorme si vous voulez, mais c'est une part assez conséquente. Il y a des possibilités de gestion. Il y a eu un vote au Parlement, donc qui est à l'initiative de Catherine, qui est quand même une étape assez importante. Il va falloir du temps pour que ce soit mis en œuvre, bien évidemment, mais c'est quand même considéré par les gestionnaires, si j'ose dire, et par les politiques, et c'est quelque chose qui petit à petit va évoluer normalement dans le bon sens. Malgré tout, on est quand même à des quantités apportées qui sont assez considérables, de l'ordre de 1 million de tonnes par an. Et on les trouve partout. L'Antarctique, c'est maintenant universel simplement parce qu'ils sont véhiculés par les courants. Notre collègue Christophe tout à l'heure va vous présenter justement des exemples des conséquences que ça peut avoir. Donc très rapidement, 80% de la pollution par les déchets marins, c'est du plastique. 45% c'est des plastiques à usage unique, c'est des sacs de sortie de caisse. Et puis 19% pour la pêche. Ça, ce sont les chiffres. On commence à comprendre un petit peu le cycle, c'est-à-dire comment sont transférés ces plastiques en mer, ceux du fond, d'où est-ce qu'ils viennent, s'ils viennent de la plage, s'ils viennent des rivières, s'ils viennent de la surface et autres. On commence à avoir des indications sur les flux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça n'a aucun intérêt ici, mais simplement pour dire qu'on commence un petit peu à comprendre comment ça se passe en mer. Voilà. Donc sur les sources, alors vous avez des DCP, des dispositifs de concentration des poissons qui sont abandonnés, vous avez les machines à laver, les cycles de machines qui génèrent des tas de microfibres, vous avez les abrasifs dans les cosmétiques, vous avez en haut à droite les décharges au lisan avec les bulldozers qui poussent directement à la mer, donc c'est repris par la circulation par exemple. Vous avez l'aquaculture, là c'est un exemple en technologie, vous parlez pendant quelques années. Vous avez, c'est assez important, comment dire, les conteneurs avec les aiguilles qui sont perdues, mais les armateurs en fait vous savez que pour fabriquer un objet en plastique, il faut le chauffer. On ne peut pas chauffer des gros blocs, et donc l'industrie, elle génère des petits granulés, qu'on appelle des granulés industriels, les ONG appellent des larves de sirène, c'est très joli. En fait, ça permet de chauffer le plastique facilement avec très peu d'énergie, sauf que lorsqu'on fait un conteneur avec plusieurs sacs, des dizaines de sacs dedans qui, pour 25 kg, contiennent 6 millions de particules, ça fait ce que vous voyez en bas à droite, des espèces de marées comme ça de granulés plastiques. Donc ça, c'est une vraie question liée à la navigation. Et puis vous avez les événements extrêmes. Dans le cas du tsunami, par exemple, le ministère du Japon, de l'environnement du Japon estimait qu'il y avait 5 millions de tonnes de déchets qui étaient repartis à la mer. Vous avez tous vu les images, les conséquences que ça avait. Et 5 millions de tonnes, c'est le même ordre de grandeur de ce qui arrive à peu près chaque année dans le monde. C'est-à-dire qu'un seul événement extrême, chaque fois qu'il y a un cyclone, par exemple, c'est des quantités qui sont phénoménales. Et en termes de pollution, malgré tout, si vous voulez, ça peut avoir des conséquences qui sont importantes sur la faune en particulier. Voilà, donc il y a d'autres sources, des sources atmosphériques pour les microplastiques, il y en a partout maintenant, et l'aquaculture, bien évidemment. Voilà. Tout ça, c'est quelque chose qui commence à être un petit peu compris. Si on peut passer. Merci. Donc, si vous allez en mer, vous faites un très chalut rapidement, pendant 30 minutes, vous allez avoir dans ce qu'on appelle le collecteur, ce qui est en haut à droite, c'est-à-dire des microplastiques, donc vous ne les voyez pas forcément, mais il y en a des quantités qui sont très très importantes. La circulation océanique, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que Christophe en parlera tout à l'heure, mais vous avez des zones, à cause de la circulation géotrophique, des zones d'accumulation en mer. Alors c'est vrai sur le plan physique, en termes de quantité de plastique, c'est ridiculement bas par rapport à ce qu'il peut y avoir dans certaines zones côtières, comme la Méditerranée par exemple, ou bien sur les fonds, qui accumulent vraisemblablement plus de 90% de la pollution plastique. Mais malgré tout, on commence là aussi à voir un peu la circulation et les zones où il y a peut-être le plus de risques. Merci. En termes d'impact sur le plan environnemental, vous avez l'ingestion par différentes espèces, certaines qui sont plus sensibles que d'autres, notamment les oiseaux pipiques, les tortues qui prennent des sacs plastiques pour des aliments, par exemple. Donc il y a des études qui sont faites avec le transfert, vous voyez des images fluorescentes ici, pour savoir si ça s'accumule ou pas. En fait, les microplastiques ne s'accumulent pas, ils sont excrétés, comme un gamin qui mange un morceau de plastique, si vous voulez, il ne va pas le garder. Par contre, les toutes petites particules, les nano, peuvent passer des barrières intestinales, et donc il y a de vraies questions à la fois sur la consommation humaine, mais également sur la santé publique. On sait maintenant qu'il y a des nanoparticules qui peuvent entrer dans les tissus, de très 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 petite taille, mais c'est une vraie question. Après l'étranglement, c'est probablement l'impact des déchets le plus important, notamment des filets plastiques et autres. Vous voyez par exemple au milieu ici du bassin, c'est en mer Hollande, leur zone
de nidification et autres sont couvertes de morceaux de chalut, ils adorent ça, et puis en plus les branches de lunettes, parce que certains oiseaux piquent les branches de lunettes qui sont abandonnées parce que ça ressemble à des brindilles, donc la nature a voulu plus. Et voilà, donc en termes d'impact, ça peut être assez conséquent, on n'a pas de chiffre exact, mais ça touche quand même pour certaines espèces, ça peut être vraiment, par exemple en Méditerranée, je crois à peu près 80% des tortues séparées à la Réunion ont du plastique dans l'estomac. La suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors en termes d'impact socio-économique, on a parlé des marées de plastique, marées blanches. Vous voyez, il y a le coût du nettoyage. Ça représente à l'échelle mondiale quand même de l'ordre de 10 milliards de dollars, 10 milliards d'euros. C'est pas négligeable et on arrive maintenant à un stade depuis quelques années où le coût environnemental de la pollution plastique est tel que en fait on a intérêt à essayer de le limiter de façon à gagner de l'argent. Et donc il y a tout un ensemble d'initiatives qui ont été prises, nettoyer les océans et autres. Là c'est pareil, Christophe en parlera un petit peu tout à l'heure. Il faut savoir qu'il y a un coût de nettoyage, il y a des comportements qui sont changés, il y a des risques si vous voulez. Donc tout ça c'est assez important, c'est pas encore tout maîtrisé, mais on commence un petit peu à envisager les solutions. Merci. Voilà, alors sur le plan scientifique, les questions qu'il y a autour, je vous parlais des nids, vous voyez tout à fait à droite, un exemple de nid fait avec des déchets, des cordelettes qui adorent ça. Il y a également le traitement dans les stations d'épuration, la détection, donc pour les macro-déchets par drone par exemple, y compris par satellite, maintenant on commence à avoir des cartes sur les nappes de déchets, pas sur les déchets individuels, mais sur les nappes de déchets, ça a l'air assez comment dire, techniquement possible. Les recherches sur les microparticules, et puis le drone par exemple pour quantifier autres. Et on a les premières cartes qui existent sur les couvertures mondiales au niveau du microplastique. Et je reviendrai un petit peu tout à l'heure si on peut avancer là. En termes de solutions, ben, en fait le problème, si vous voulez, c'est que la complexité du traitement des plastiques vient de la diversité des sources. C'est-à-dire qu'il y a 8 milliards d'individus, chaque individu est responsable d'un abandon, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veulent pas, ça m'est arrivé moi aussi évidemment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est important, c'est comme il y a une très très grande diversité des sources, on n'arrive pas à maîtriser toutes ces sources-là. S'il n'y avait qu'une seule source, évidemment, ça serait facile, c'était le cas des accidents. Mais par contre, là, c'est tellement divers, si vous voulez, que plusieurs solutions sont envisagées. Donc le recyclage, c'est possible dans certains cas, pour certains types de plastique. Ça s'améliorera avec le temps. Les nouveaux matériaux, c'est vraiment un espoir, parce qu'on aura probablement très rapidement dans les laboratoires que ça existe des plastiques recyclables des milliers de fois, et donc évidemment, ça peut changer complètement la donne au niveau du marché, de l'utilisation des consommateurs et autres. Et puis, donc, le traitement des eaux, évidemment. Le nettoyage, ça ne se justifie que dans certains cas. Par exemple, des filets de pêche abandonnés dans certaines zones où il y en a beaucoup parce que c'est réparable, c'est recyclable, c'est réutilisable, et donc ça a de la valeur. Si vous voulez, un filet, c'est 30 000 €. Un sac plastique, ça ne vaut rien du tout. Et globalement, s'il fallait résumer la situation, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas gérer la fin de vie du plastique. Donc, c'est un petit peu comme chez l'humain, si j'ose me permettre une plaisanterie, si vous voulez, qui n'est pas d'ailleurs très amusante. C'est un petit peu comme chez l'humain, si vous voulez, gérer la fin de vie, c'est quelque chose qui est très 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 difficile, et pour la pollution plastique, c'est un petit peu le même problème. Voilà. Donc, il y a des solutions qui apparaissent petit à petit, c'est assez difficile à mettre en œuvre. La législation, dont on a parlé tout à l'heure, ça commence également à arriver, mais bon, il y a quand même encore beaucoup de travail, si on peut continuer. Voilà, donc en Europe, il y a eu des actions qui ont été engagées. Donc les politiques européennes, les directives par exemple, les directives sur les Port Reception Facilities, la directive des CSMF avec le monitoring des autres, la recherche, 1 milliard d'euros qui ont été financés en Europe sur les programmes de recherche à la pollution plastique, donc on sent qu'il y a une demande sociale assez importante, mais également un suivi. C'est assez rare parce que par rapport à beaucoup de sujets, en quelques années, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la Commission européenne. C'est très 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 louable, on peut contester l'Europe pour telle ou telle raison, mais sur ce plan-là, sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup de travail, du bon travail qui a été fait, la coopération régionale, et donc le plan d'action, et puis on a parlé tout à l'heure ce matin du pacte qui est en cours qui intégrera forcément la pollution plastique, et donc on sent, si vous voulez, qu'il y a une volonté pour faire quelque chose, pas seulement en Europe, mais si vous voulez, l'Europe est quand même vraiment moteur. Voilà, donc des exemples, vous pouvez appuyer sur le deuxième parce qu'il n'est pas le cas. Des exemples de surveillance de ce qui a été fait en Europe, si vous voulez, on a des cartographies complètes de la distribution des déchets, leur nature et autres, et ça peut permettre, si vous voulez, de faciliter les zones sur lesquelles on peut intervenir. Et puis, donc, un travail qui est fait actuellement pour essayer, donc, au niveau plus global, au niveau des Nations Unies, avec beaucoup d'intervenants, parce que justement la demande sociale est très 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 importante. Vous avez les Nations Unies, bien évidemment,
Vous avez l'UNESCO, c'est la COI avec des groupes d'experts qui travaillent sur la pollution plastique pour l'OMI, pour la FAO. Vous avez l'UNEA, les négociations en cours pour le traité plastique, qui sont très importantes parce que ça aura apporté d'une COP. Une fois que c'est en cours de négociation, on a des chances que ça aboutisse cette année. Les ONG qui sont très actives, c'est un sujet vraiment dans lequel la pollution plastique font beaucoup de travail, que ce soit les grandes ou même les petites. La Commission européenne, je vais citer parce que c'est remarquable, le G7, G20, des initiatives qui sont très ciblées. L'industrie, et c'est assez curieux parce que finalement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème et tout le monde, à sa manière, supporte les actions dans ce domaine-là. Et donc, c'est intéressant parce qu'on devrait arriver, on peut espérer, que ça se règle petit à petit. Voilà. Donc, pour conclure, je dirais que la pollution plastique est une partie importante de l'UNOC. Il y a différents aspects, il y a énormément de side events. Nous, on travaille sur la mise en place d'une surveillance globale. Évidemment, je vais faire la promotion un petit peu du travail qu'on fait. On espère que ce qui a été fait en Europe sera fait à l'échelle globale, avec des mesures. Si vous voulez, le principe, c'est qu'on ne peut pas suivre avec le traité plastique l'évolution de la pollution, prendre des décisions si on n'a pas des bases solides en termes de connaissances scientifiques. Et pour ça, il faut une surveillance. Les modèles du GIEC, évidemment, ils sont basés sur des données. Actuellement, pour la pollution plastique, si on n'a pas une surveillance au niveau global, on ne pourra pas avoir l'évolution dans le temps. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on essaye au sein de l'UNOC, on travaille avec le GRC, on travaille avec les responsables scientifiques de l'UNOC pour essayer de favoriser une déclaration et un engagement de la Commission européenne et différents instituts scientifiques pour faire ça. Il y en a qui sont d'accord, donc c'est en cours, si vous voulez. Et donc, je pense que ça vaut le coup de faire. Alors, avant de clore, je voudrais simplement montrer quelques images. Alors le hasard a voulu que ce soit des images que ça date d'une campagne de l'Ifremer, ça a été fait en 2018, donc j'étais à bord. Et le hasard a voulu que ce soit l'Argenie sur un lieu UNOC. C'est pas une volonté de provoquer, c'est pas du tout mon intérêt, mais c'est simplement que le message, si vous voulez, que vous pouvez regarder, c'est que en fait, si on peut lancer voilà, la vidéo. Le message que vous pourrez garder, c'est qu'en fait, dans beaucoup d'endroits du monde, c'est vrai en Chine, c'est vrai au Japon, c'est vrai au large de toutes les grandes, les grandes villes. Les grandes sociétés urbaines, il n'y a pas de son. Et donc, en fait, systématiquement, il y a des zones d'accumulation en profondeur. Là, on est à 2200 mètres. Donc, on est à 8000 au large, c'est-à-dire une douzaine de kilomètres, 12-13 kilomètres, si vous voulez. Donc on a des marques qui datent, qui n'existent plus depuis 20-30 ans, et ça s'accumule comme ça. Et donc il y a vraiment des zones sur le fond. Et donc tout ça pour vous dire que c'est tout à fait sérieux, c'est pas quelque chose, si vous voulez, et voilà, c'est comme un tapis qu'on soulève, si vous voulez, depuis des années, on en voit beaucoup de choses. Et c'est exactement ça, voilà. Et dans la réalité, alors c'est pas partout, il y a des endroits dans le monde où c'est pas comme ça, mais dans les grandes agglomérations, il y a vraiment un problème, si vous voulez, de fond, avec des conséquences qui ne sont pas encore toutes maîtrisées. Voilà, je vous remercie. Merci bien. Donc on va laisser maintenant la parole à M. Christophe Maes, qui est océanographe physicien à l'Institut de recherche pour le développement durable IRD, et basé au laboratoire d'océanographie physique et spatiale en région Bretagne. Ses recherches actuelles portent sur la dispersion des débris marins à travers les échelles caractéristiques de la dynamique des océans et des scénarios sources à l'échelle régionale ou globale, soit d'origine physique, comme les apports fluviaux, soit d'origine sociétale, notamment la densité de population vivant à proximité des côtes océaniques. Le Dr Maes est membre de nombreux groupes de travail internationaux. Pardon. Ses activités se déroulent également au sein du groupement de recherche plastique, environnement, santé et de l'appel du projet de Bubble Plast pour l'étude des microplastiques dans l'atmosphère, avec l'idée de promouvoir un système intégré de la pollution océanique des océans et de ses conséquences. Je laisse la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Je vais essayer d'être finalement complémentaire de ces quelques cartes qui ont été montrées par François. Je voulais juste peut-être parler et dire ce que c'est l'IRD. L'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement durable. C'est l'ex-Orstom, pour ceux qui connaissent. Et c'est un institut de recherche qui a vocation à être déployé dans les zones subtropicales. Donc vous avez 4 délégations en France, et puis vous avez donc dans les dom-toms français, bien sûr. Et puis après, au niveau de l'institut subtropical, vous voyez, on a un certain nombre de représentations qui sont à même d'accueillir les chercheurs et donc de faire des collaborations avec les partenaires du Sud en direct. Alors pour le plastique, on en parle beaucoup ces derniers temps et ces dernières années. Pour autant, je pars de l'idée que ce n'est pas un constat vraiment nouveau. Mais typiquement, ça a été mentionné dans une étude en 72 dans Science par Carpenter et Smith qui ont trouvé les premiers débris de plastique lors d'une campagne en mer, un peu au niveau de la mer des Sargasses.
En fait, donc, depuis ce constat en fait, de la possibilité d'avoir des plastiques dans l'océan, des fragments de plastique dans l'océan, jusqu'à aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a, un consensus, en tout cas le constat est unanime, les plastiques sont omniprésents dans les déchets et les débris marins à plus de 80%. Ça c'est ce qui a été publié dans le World Ocean Assessment tout récemment, il y a 2-3 ans, sur les plages par exemple, et cela se répand dans des régions qui ne sont pas des sources de cette pollution. Je me rappelle avoir eu des discussions avec des collègues du Mozambique qui nous disent clairement que les plastiques qu'ils trouvent sur leur plage ne sont pas issus de leur population, c'est-à-dire probablement du sud-est asiatique. C'est une colonisation marine, donc ça c'est mon illustration complémentaire de celle de François, donc de la pollution marine donc, à toutes les profondeurs, hein, depuis les plages évidemment où on va trouver les oiseaux marins morts. Hein. À noter d'ailleurs que les premiers à avoir découvert l'importance, en tout cas l'impact négatif de ces plastiques sur les oiseaux marins, c'est les ornithologues qui étudiaient les oiseaux marins du monde entier, jusqu'aux plages, jusqu'au fond des océans, où on vient de le voir avec les bouteilles. Vous avez ici par exemple le trait en bas à droite. Vous avez le trait de filet dans la fosse de Krill Trench au large du Japon par plus de 7000 mètres de fond. Et vous voyez ce qu'on est capable de remonter aujourd'hui. Donc c'est effectivement des débris plastiques en tout cas, jusqu'à des choses plus classiques, typiquement le sel de mer que vous trouverez sur vos tables. En fait, toutes les études montrent que c'est contaminé par des microplastiques, voire des nanoplastiques. Alors qu'observe-t-on au niveau des mers? Je reviens un petit peu, passer plus de temps sur cette carte qui vous a été montrée à l'instant. Et typiquement, c'est dans le cadre de la cible 14.1 des ODD. Vous avez ici une compilation qui a été faite par un collègue japonais de l'ensemble des données, donc en fait des données qui datent depuis les années 80, et donc qui sont faites essentiellement par des filets manta, donc qu'on collecte derrière un bateau, et vous avez un collecteur, et il y a quelqu'un qui va décompter en fait les plastiques. Donc là, il y a un gros travail d'harmonisation en fait, puisque tout le monde a mis ses données, en fait, souvent chacun avait un petit peu sa façon de procéder au niveau des protocoles. Là, tout a été uniformisé par un même protocole, pour pouvoir collectionner en fait ces données et puis les mettre ensemble sur la même carte. Donc il y a au moins deux types de commentaires qu'en général je fais sur cette carte-là. C'est que donc il y a les grandes caractéristiques, c'est qu'il y a un manque important de données dans les grands bassins océaniques, typiquement et l'hémisphère sud. Vous voyez dans l'océan Indien, il n'y a pratiquement pas d'observations qui ont été faites. Et il y a aussi une très forte hétérogénéité des données. Vous voyez, même là où il y a des zones d'accumulation assez fortes, hein, donc c'est pas du tout une proportion homogène qu'on observe, on observe plutôt des zones de concentration assez fortes. Et même dans ces zones de concentration assez fortes, vous voyez, on voit des points violets donc avec des très fortes valeurs et puis des points beaucoup plus clairs avec des faibles valeurs. Et ça, c'est pour moi la trace que la dynamique océanique est importante, joue son rôle dans le mélange qu'elle va faire en fait de ces matières qui flottent à la surface de l'océan. Alors, ce questionnement, donc c'est le questionnement qui dirige les recherches depuis une dizaine d'années en Bretagne effectivement. Et quels sont les cheminements du plastique, puisqu'on sait que les sources sont plutôt évidemment les continents. Et pourquoi le plastique s'accumule-t-il au sein des océans, ou en tout cas pourquoi il y a des zones de convergence et des zones d'accumulation finalement au sein des océans du large, donc pas effectivement proche des sources. Donc ça revient à vouloir comprendre quels sont les mécanismes les plus importants qui sont impliqués dans la dispersion des plastiques. Donc en océanographie physique, on décompose en général les signaux qu'on peut observer dans l'océan en fonction des échelles caractéristiques spatiales, donc ça va être ici l'axe des X, et l'axe des Y va montrer plutôt les temps caractéristiques, en tout cas les échelles temporelles caractéristiques des différents processus. Et vous voyez, il vient se placer en fait assez naturellement. Donc la circulation des gyres océaniques, hein, donc les grandes gyres océaniques qu'on observe dans les subtropiques, l'impact des rivières, les possibilités donc, de tempêtes et d'événements de type inondation dans les rivières. Et puis aux plus petites échelles de temps et d'espace, hein, c'est lié, hein, vous retrouvez plutôt l'effet des tourbillons, voire le biofouling ou le littering, donc la pollution au niveau des organismes vivants eux-mêmes. Donc c'est à partir de ça qu'on va travailler et qu'on va regarder un petit peu ce qu'on est capable de faire. Donc je vais vous montrer un premier exemple sur les gyres océaniques, pour voir si on est capable de reproduire en fait les grandes zones d'accumulation qu'on a vu tout à l'heure. Donc la question suivante, c'est de savoir comment on peut modéliser la dispersion des plastiques flottants aux échelles globales. Et l'approche qu'on retient le plus communément, c'est celle d'une approche holistique, dans laquelle on aura une spécification des sources, une dispersion par les courants marins, via une approche typiquement lagrangienne. Une approche lagrangienne, c'est qu'on va suivre un petit peu les particules de plastique, un petit peu comme on veut gérer des bouteilles à la mer, donc on va suivre un petit peu ces bouteilles à la mer qui flottent et puis voir où est-ce qu'elles vont. Et puis un dernier compartiment qui va être les spécifications d'un puits éventuel, qui peut être des dépôts vers le fond,
des changements de vie du plastique. Et c'est là où on parle en général de cycle de vie du plastique, puisque le plastique ne va pas rester inerte finalement dans l'océan, mais il va bouger, il va être capable par exemple de se fragmenter, c'est-à-dire d'un bout de plastique dur, vous allez avoir des petits bouts au fur et à mesure qui vont arriver à se former. On va utiliser donc pour le scénario d'émission, donc pour les sources, c'est le premier point qu'il faut spécifier, on va utiliser effectivement un scénario qui va prendre en compte l'importance de la densité de population le long des côtes et des principales rivières, puisqu'on sait que c'est aussi via les principales rivières, les grands fleuves du monde, qu'arrivent les plastiques. Donc je mets ça dans mon modèle, donc on voit, vous voyez, prenez pas le temps pour voir un petit peu les couleurs près des côtes, et vous voyez en fonction des populations. Et normalement, donc, au fur et à mesure du temps, donc là on part de 85 et on va aller jusqu'en 2013, on va voir arriver les plastiques et qui vont se concentrer un petit peu dans les différentes régions de l'océan. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette figure. Alors j'ai placé pour vous aider 5 grandes zones bleues avec le point qui bouge, c'est le barycentre, pour vous montrer un petit peu donc, ces grandes zones d'accumulation. Ils ne sont pas uniques, hein. On voit très bien, par exemple dans le golfe du Bengale, il y a aussi de l'accumulation. Et si on arrête les sources, en fait, on s'apercevrait, et qu'on continuerait à intégrer le modèle de dispersion, qu'au bout de 5-6 ans, en fait, l'océan Indien Nord aurait probablement éliminé tous ces plastiques. Par contre, les 5 zones qui sont dans le carré bleu, elles restent là, et donc accumulent, et en fait, c'est un petit peu l'idée de ce qui avait été mis à une époque, le 7e continent, vous voyez. C'est de dire, en fait, il y a cette accumulation plastique et qui reste dans des zones qui viennent s'y accumuler, et ils y restent, en fait, entre guillemets, en permanence. Alors on a trouvé, nous, des connexions possibles entre les zones, typiquement entre la zone de l'Indien Sud et la zone du Pacifique Sud. Il y a un chemin, on voit un petit peu là qui est dessiné, même après 20 ans de simulation, vous voyez, on s'aperçoit qu'il y a un chemin qui passe au sud de l'Australie, qui monte la Nouvelle-Zélande et qui vient un petit peu s'accumuler dans le Pacifique Sud. L'océan Indien étant vraiment un océan tout à fait particulier de ce point de vue-là. Si on regarde un petit peu l'explication physique, elle vous est donnée en haut à droite, donc c'est effectivement les courants géostrophiques et la combinaison de la réponse au vent. Vous avez ici les vents dominants, c'est les flèches vertes, hein. Vous avez donc les alizés, typiquement les vents d'est au niveau tropical, et puis vous avez les vents d'ouest dans les zones subtropicales, qui vont faire que la direction des graines, donc c'est un résultat qu'on connaît depuis assez longtemps dans l'océanographie, va être perpendiculaire, et donc il y a un transport net, en fait, vous voyez, qui se produit au niveau des flèches bleues, et qui vont venir s'accumuler au centre des gyres, et on retrouve un petit peu pour ces 5 zones-là, donc un mécanisme identique. J'ai noté quand même, parce que François m'avait fait remarquer qu'effectivement, de même dans le modèle, on a les zones les plus polluées, c'est en Méditerranée, hein, effectivement, c'est pas entièrement couvert quasiment. Il y a le mer intérieur du sud-est asiatique, donc, qui n'avait pas été vu jusqu'à présent, puisque ce sont des mers très, très complexes, et ces gyres subtropicaux. Et on se demande encore un petit peu le positionnement de la zone de l'océan Indien, si elle est réaliste. Donc, en gros, est-ce que le cœur de l'océan Indien se trouve là? Donc l'océan Indien est particulier, puisqu'il y a en gros, si vous voulez, la possibilité d'avoir 2 portes de sortie, ce qu'on avait appelé des portes de sortie. Soit il passe retourne vers l'océan Atlantique Sud via le cap de Bonne-Espérance, ou il va vers le Pacifique Sud. Et en fait, ça dépend de la physique que vous mettez dans votre courant, et vous pouvez être capable de déplacer finalement cette zone de convergence assez facilement. Et du coup, le manque d'observation, dans ce cas-là, est assez crucial, parce qu'on ne peut pas valider avec le très peu d'observation qu'on peut collecter, alors qu'on voit très bien que dans le Pacifique Nord, donc le Great Garbage, le Nord Pacific Garbage Patch des Américains, en fait, on le voit très très bien, aussi dans les simulations, tout comme on voit dans l'océan Atlantique, donc une zone de convergence, qui est ce qu'on appelle aussi la mer des Sargasses. Descendons d'échelle et passons aux rivières, par exemple. Donc là, on voit que le rôle des rivières il est crucial au niveau de la source, mais est-ce qu'il va être suffisant aussi au niveau local pour dire qu'il n'est pas complètement connu, si vous voulez, à l'heure actuelle. Et dans la dynamique du continuum entre terre, mer et côte, c'est encore très mal appréhendé dans les sources. On a du mal à avoir même des idées du débit des fleuves. Nous, en Europe, on connaît bien nos fleuves, on sait comment il y a des services qui mesurent. Mais imaginez des pays comme l'Indonésie ou d'autres connaissent très mal en fait, le débit de leurs fleuves. Et dans ce débit-là, on connaît aussi très mal le flux de plastique qui y transite et qui va donc arriver finalement à l'océan. Donc avec l'aide de l'AFD, donc l'Agence française de développement, on a pu développer avec des collègues indonésiens donc un modèle de dispersion dans les mers indonésiennes. Donc cette fois-ci, on utilise un modèle régional pour avoir un peu plus de résolution qui nous permet d'avoir des courants plus fins au niveau des caps et des détroits de ces îles un petit peu complexes. Le modèle d'avant, je vous ai montré, typiquement, il était une résolution de 12 km, donc c'est beaucoup trop lâche en fait pour faire la dynamique des tourbillons. Au niveau du scénario, on utilise donc la densité de population qui est montrée donc, sur la carte en haut,
Et puis les traits bleus que vous voyez, c'est les principaux rivières qui sont utilisées. Et on a fait l'hypothèse, qui est assez validée par des données sur place, que le débit total finalement de ces rivières est aussi un flux de plastique assez net. Vous voyez, comme en Indonésie, souvent, donc les rivières sont comme ça. Et dès qu'il y a le flux de mousson qui arrive, donc avec le niveau qui monte très fortement des rivières, en fait, tout part à la mer assez rapidement, et puis c'est rechargé par les gens. Et vous voyez que donc, dans le modèle, on utilise par exemple 11 points de rivière ici, qui sont donnés par chaque couleur. Et vous voyez qu'au bout de quelques mois ou quelques semaines, on a évidemment une contamination de l'ensemble des mers indonésiennes, mais aussi, donc, on va avoir une partie de particules qui vont partir vers l'océan Indien, ou vers l'océan Atlantique, ou l'océan Pacifique, pardon. Ici, on voit très bien que ça monte au large de Mindanao, et puis vous voyez, ça revient vers le Pacifique, avec d'ailleurs des structures dynamiques qu'on connaît assez bien, de rétroflexion du courant nord-équatorien. Donc ça, c'est un scénario qu'on a bâti sur 21 rivières, donc les plus longues de l'archipel. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'au bout de 4-5 années, donc, il faut bien vous rendre compte que là c'est un modèle numérique, donc je peux mettre en fait le nombre de particules que je veux. Là, c'est basé sur 2 millions de particules qui vont en fait se disperser complètement. Et on va pouvoir refaire des budgets et des bilans de ces particules pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avant pour elles. Et là, on a été assez surpris, parce qu'on s'est aperçu que 60% des particules, en fait, il n'y avait que 10% qui étaient en mer, donc qui étaient restés en mer au bout des 4 ans de simulation. Il y avait une trentaine de pourcents qui partaient ou vers l'océan Indien et donc qui quittaient le domaine, donc on ne les compte plus. Et puis il restait 60% de particules qui en fait finalement étaient restées dans les mers indonésiennes, donc à bouger plus ou moins avec la mousson, à bouger avec des tourbillons, à bouger autour des détroits, mais qui restaient globalement assez proches d'une terre. Et c'est pour ça qu'on leur a qualifié le statut d'échoué, donc beached dans les environs des côtes. Et qu'à partir de ces données, on a proposé donc aux autorités indonésiennes de leur faire un atlas basé sur les façades océaniques de la région. Donc vous avez ici une carte par exemple de l'île de Java Nord. Vous allez avoir une carte donc, qui va vous donner la distribution spatiale le long de cette côte. Donc, typiquement pour Java, on voit des points rouges. C'est pas étonnant, hein, c'est les embouchures principales des rivières où on a mis nos particules. Donc il y en a beaucoup qui sont restés finalement proches des embouchures. Et puis vous avez des courbes temporelles colorées qui sont en fonction en fait, des principaux contributeurs de cette façade. Donc on retrouve les principales rivières de Java, mais on retrouve des fois aussi des rivières qui sont beaucoup plus lointaines. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de connectivité. Hein, ce matin, je sais plus quel on a parlé pour le plancton ou des espèces, mais en fait, on a aussi une connectivité finalement pour le plastique. Donc d'une région à une autre, on est capable finalement par la dynamique océanique à transporter ces différents particules. Alors avant de conclure, je voudrais vous montrer en fait un petit peu le process inverse. Donc c'est en étudiant les plastiques, en voulant étudier les plastiques dans les tourbillons, on s'est aperçu qu'on pouvait trouver un autre résultat en océanographie. Donc les tourbillons, c'est quoi? C'est des structures dynamiques qu'on détecte en premier sur les images satellites qu'on fait du niveau de la mer. C'est des espèces de dépressions, s'il y avait des bosses et des creux, qui sont donc le pendant dans l'atmosphère, c'est les cyclones et les anticyclones, donc les dépressions cycloniques et les anticyclones. À l'échelle de l'océan, en général, c'est plutôt des structures qui sont caractéristiques de l'ordre de 100 km ou moins. Et à défaut donc, de disposer d'observations de plastique en nombre suffisant, on s'est tourné vers les trajectoires de bouées dérivantes. Donc on jette des bouées dérivantes dans le cadre des projets de surveillance climatique, par exemple. Donc, ce sont des bouées qui sont droguées et qui sont censées représenter les courants à 15 mètres, donc qui vont prendre évidemment l'influence directe des tourbillons. Quand un tourbillon va arriver sur une bouée, donc elle va suivre une partie du tourbillon avant de vivre sa vie. En cumulant toutes ces observations, par exemple ici, c'est le résultat qu'on a montré pour l'océan Atlantique Nord. Donc, vous avez un graphe en fonction du temps, et le temps représente l'âge du drifter. Donc en fait, c'est en jours, hein, donc vous avez à peu près le premier tiers, c'est 100 jours, 300 jours aux 2 tiers, et puis 500 jours. Au bout de 500 jours, évidemment, vous n'en avez quasiment plus de drifters qui vivent, ils sont souvent, les batteries ont cédé ou ils ont perdu leur drogue, ils sont plus représentatifs. Par contre, si on regarde dans les 50-40 premiers jours, donc c'est la barre verticale noire, vous pouvez voir que si on regarde un petit peu juste le deuxième graphe, ce qui est représentatif donc des tourbillons et qui ont des drifters qui ont été pris par des cycloniques, donc c'est la courbe bleue, et des drifters qui ont été pris par des anticycloniques, on s'aperçoit qu'en moyenne, il y a une différence de 24%. Donc il y a beaucoup plus de drifters finalement qui étaient pris, de bouées dérivantes qui étaient pris dans les tourbillons cycloniques que dans les anticycloniques. Et ça, c'est ce qu'on pense être un nouveau paradigme. On connaissait ce paradigme à l'échelle sub-méso-échelle, donc c'est en fait à des échelles beaucoup plus petites, donc où il y a des fronts de convergence très forts. On savait qu'il y avait une influence très importante des conditions cycloniques, mais pas à l'échelle des plastiques. Donc en fait, quelque part, en voulant étudier les plastiques et les tourbillons et donc
donc les bouées dérivantes, on pense avoir trouvé quelque chose d'assez nouveau qui fera évidemment conforter avec d'autres modèles et d'autres observations. Pour finir, 2 slides pour vous montrer donc, le lien avec, ici encore l'utilisation des modèles, mais cette fois-ci en interaction donc, avec le biota. Il faut savoir qu'à l'échelle de la haute mer, ce qui se passe en haute mer, il y a les 2 thématiques les plus importantes, donc c'est la dynamique océanique bien sûr, et la relation que les plastiques vont pouvoir avoir avec le phytoplancton ou le plancton en général. Et ici on fait aussi appel donc, à un modèle d'échelle globale. Cette fois-ci, pas seulement en dynamique, on va considérer aussi les cycles géochimiques des nutriments. C'est ce qu'a noté tout à l'heure François, vous a dit les phosphates, les nitrates, et éventuellement le fer, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'espèces de plancton qui sont limitées par la croissance, en tout cas est limitée par le fer. Et on a ajouté des compartiments de plastique. C'est-à-dire que le modèle qui s'appelle NEMO, donc, qui est le code européen de dynamique, associé donc, à un modèle biogéochimique qui s'appelle PISCES, on a ajouté un terme plastique, donc avec des compartiments de plastique pour représenter les flottants. On a pris des catégories simples, entre guillemets, donc des flottants, des plastiques neutres qui vont suivre les courants, la dynamique des courants en profondeur, et puis les coulants qui sont simplement ceux qui vont couler au fond de l'océan et vont assez peu interagir. Alors, j'ai mis une photo ici d'un copépode qui a, à mon avis, qui est une photo majeure d'une étude de 2013 des collègues anglais, qui ont montré qu'effectivement, il y avait un doute à cette époque-là, savoir si le zooplancton était capable d'ingérer du plastique. Il y a des gens qui pensaient qu'ils seraient capables de faire la différence finalement entre la nourriture vraie et puis un plastique qui est inerte. Il semble que non, ils sont tout à fait, relativement probablement opportunistes, et ce qu'ils voient flotter, en fait, s'ils peuvent l'avaler, ils l'avalent. Donc c'est ce que vous voyez vu par cette photo, donc les microplastiques sont marqués en fluorine verte ici. Et donc quand on a inséré un petit peu ce comportement dans le modèle, on l'a fait à travers ce qu'on appelle le taux de broutage du zooplancton sur le phytoplancton. Donc la masse primaire est donnée par le phytoplancton. Le zooplancton vient brouter, en fait, c'est ça. Quand vous additionnez donc des éléments de plastique, les petites billes jaunes, effectivement, donc, le zooplancton va être capable, s'il y en a suffisamment, de brouter et de manger, donc d'ingérer ces boules-là, relâchant la pression finalement sur le phytoplancton. Et quand on fait les calculs du cycle complet, on s'aperçoit qu'on diminue l'export de carbone de presque 4%, et la production primaire baisse un peu plus de 4% aussi. Donc en fait, en réduisant cette pression sur le phytoplancton, on s'aperçoit qu'on est tout à fait capable de modifier les cycles biogéochimiques et donc de modifier le cycle du carbone dans les océans. Et c'est pas énorme comme chiffre, il faut quand même savoir que c'est une amplitude similaire à ce qui se passe dans le climate change actuel. Vous voyez, c'est tout à fait important d'un certain point de vue. Pour autant, donc, juste un petit bémol avant de passer à la suivante, il reste de nombreux inconnus sur le rôle des microplastiques sur les maillons de la chaîne alimentaire et surtout sur l'écotoxicologie, puisque la plupart des substances que l'on produit, en fait, que les industriels produisent, non seulement on ne connaît pas les compositions, mais on connaît encore moins l'écotoxicologie donc, de ces produits, notamment dans l'environnement. Et finalement, donc, une dernière étude, une utilisation des modèles qu'on a faite assez récemment, qu'on essaie de publier donc, avec les gens de Sean Cleanup. Donc ici, on est dans le Pacifique Nord, donc ce fameux garbage patch là, entre les côtes américaines et puis les côtes d'Hawaï. Vous voyez un petit peu, ils travaillent donc, sur cette zone-là depuis maintenant pas mal d'années. Ils ont mis en place un système de collecte des plastiques qui est basé sur deux bateaux. Là, on ne les voit pas très bien, mais c'est 2 grands bateaux, une énorme chaussette, si vous voulez, qui tractent et qui permet de récupérer les déchets plastiques flottants. Donc avec les données qu'ils ont, donc, on peut en fait évaluer l'efficacité de leur système. Et on va utiliser ici les modèles à travers en fait savoir où est-ce qu'il faut envoyer ces systèmes-là pour avoir la meilleure chance de collecter et diminuer ici éventuellement le coût, parce que ce qui nous intéresse c'est d'avoir une idée de combien ça peut coûter de ramasser finalement des déchets en mer. Et donc il y a 3 types de configurations de modèles qui sont utilisés. Donc soit on fait une marche aléatoire, donc on envoie le bateau dans la zone D par exemple, ou C, et de façon aléatoire et il capture en fait ce qu'il rencontre. Soit on le fait avec un modèle donc, de hotspot donc, qui permet d'avoir déjà une idée de où se situerait les plus grandes accumulations de plastique, ou quelque chose d'optimisé, donc à partir d'un modèle dans lequel on est capable de faire des structures de petite échelle et de dire effectivement c'est là où il y aura ces fronts de convergence que vous allez retrouver les plastiques, et donc normalement d'optimiser la collecte, en tout cas de minimiser le temps de recherche de ces plastiques. Et tout ça pour arriver au final, si on veut 100% d'objectifs, vous avez en fait l'estimation, donc c'est la première fois ici que vous voyez. Donc avec un système à 10 systèmes, vous allez avoir une efficacité à 100% donc au bout de plusieurs années. Et surtout pour un coût qui est évalué à 4 milliards d'euros. Évidemment, c'est une somme, c'est pas non plus
Mais si on veut... Alors il y a deux points importants, donc si on veut effectivement penser que le nettoyage des océans est important, donc c'est pas non plus infaisable avec des systèmes comme ça, je pense, vu ce qu'on est capable de dépenser par ailleurs. Et il y a un deuxième point, c'est que on ne nie pas le fait que c'est pas effectivement ce qu'il faut faire si on ne coupe pas les sources. Donc la première priorité, ça reste quand même les sources au niveau des fleuves et de la terre. Il faut couper ces sources-là avant d'envisager effectivement de faire des opérations comme ça à grande échelle et d'aller vouloir nettoyer les océans. Ça me paraît assez évident. Et je pense que voilà, j'en arrive à mes conclusions. Donc j'espère vous avoir réussi à vous montrer qu'il y avait donc un large spectre de processus physiques quand on considère donc, le fait que les débris plastiques ont quitté un petit peu les terres et les fleuves dans l'océan qui sont impliqués, avec donc un rôle important de la dynamique sub-méso-échelle et méso-échelle, donc les tourbillons, et puis donc, ce qui se passe en dessous de l'échelle des tourbillons, qui sont capables de créer donc, ces fronts de convergence et créer évidemment à large échelle des zones d'accumulation de plastique. Donc il existe une connectivité à l'échelle intra- et trans-bassin océanique, c'est comme dans les gyres subtropicaux que je vous ai montré. Et les modèles de dispersion devront prendre en compte les spécificités du cycle de vie. Donc, si vous vous rappelez dans l'approche que je vous avais décrite, donc source, dispersion, puits, c'est dans les puits en fait qu'on pour l'instant on pêche le plus. En fait, il faudrait avoir donc, des éléments sur le cycle de vie des plastiques, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils sont capables de se fragmenter, à quelle vitesse, quel est le spectre de taille. Éventuellement, la morphologie, évidemment, va jouer un rôle important. Une fibre ne va pas du tout se comporter dans l'océan de la même façon qu'un fragment ou une petite pelette, comme vous disait François. Et donc, effectivement, il va y avoir des transformations qui vont pouvoir être faites différentes en fonction du type de plastique. Et donc là, ça veut dire qu'il faut passer à des modèles qui vont être plastiques spécifiques, et donc on va dépendre en fait du type de matériau qui sera mis à l'eau. Et la deuxième source très importante, c'est évidemment de continuer à développer nos connaissances sur les interactions avec le biota et les cycles biogéochimiques, notamment le plancton en particulier. Aussi. Merci. Merci bien de ces points qui sont tout à fait structurants et qui, j'imagine, ont suscité beaucoup de questions. Donc, je vous propose de vous laisser la parole. Moi, j'ai de nombreuses questions si vous n'en avez pas. Mais, Merci. Bonjour, François Charles. Nous sommes un certain nombre à venir de l'IRCE, nous sommes un think tank généraliste européen. Alors, deux, trois petites questions. Étant donné que la pêche, enfin l'halieutique est du domaine exclusif de l'Union européenne, qu'est-ce qui empêcherait justement de considérer la lutte contre les plastiques non pas comme une directive mais comme une loi qui permettrait d'avancer plus vite et plus efficacement? Une deuxième question, est-ce qu'il faut finalement détruire, ça marche bien avec le micro, détruire ou finalement maintenir les points d'accumulation finalement qui retiennent les déchets, parce qu'au moins on sait où ils sont, que ce soit sur les fonds marins, que ce soit en surface. Et puis une petite troisième, est-ce qu'il y a une concordance avec le Gulf Stream, quand on a vu les cartes de déplacement des déchets? Et si oui, est-ce que ça risque d'avoir des impacts négatifs sur la qualité justement du courant? Merci. Alors sur la première question, je vais peut-être répondre à la thèse de Catherine. En fait, il y a eu un vote au Parlement avec, tant que je sache, 99% pour mettre en place une réglementation sur les activités de pêche. Ah oui, pardon. Oui. Mais c'est une directive, oui. Très bien. Mais par contre, je veux dire, il y a des actions et la directive, normalement, elle est transposée dans le droit des États. Parlez bien proche. Donc c'est une question de... Parlez bien proche du micro, s'il vous plaît, oui. Merci. Un peu de temps. Merci. Mais je pense que si vous voulez que ça arrivera, le temps que ça se mette en place. Voilà. Après, sur la préservation des zones d'accumulation, c'est un choix. Si on regarde l'impact esthétique, j'imagine qu'on ne va pas laisser, si on veut retrouver la valeur patrimoniale d'un site sur une plage ou dans un site naturel, on ne va pas laisser les déchets s'accumuler. Ah, et en haute mer sur les fonds, en tout cas, on ne va pas les nettoyer simplement pour des questions de coût. On ne va pas chercher les nodules, donc on ne va pas descendre à 4000 mètres de fond pour aller, c'est même pas rentable pour les nodules.
où ça le serait peut-être d'ici quelques années, mais donc on n'est pas encore, si vous voulez, donc ça veut dire qu'ils sont là pour très longtemps probablement, et avec des zones qui sont peut-être plus impactées que d'autres. Après sur la partie Gulf Stream, peut-être laisser Christophe répondre. Sur la partie Gulf Stream, c'était la qualité des courants, c'est ça? Est-ce que ça concorde avec le Gulf Stream, avec le PCI, justement, pas la qualité du courant, mais la qualité du courant russe? On sait que le Gulf Stream fonctionne avec les différences de salinité, est-ce que ça peut influer Alors, en partie oui, parce qu'on trouve très bien sur les plages bretonnes, par exemple, des petits tags en plastique qui sont des tags de la pêche du homard et des crabes du Canada et des États-Unis. Je les ai fait ramasser à des étudiants là, en classe, des lycéens, récemment. Et donc effectivement, il y a la possibilité de cette connectivité, elle existe. Maintenant, est-ce que, par exemple, si le Gulf Stream même venait, vous avez peut-être entendu parler, venait à ralentir ou entre guillemets presque disparaître, ça n'empêcherait peut-être pas ce transfert, parce que le transfert il est en partie fait par les grands courants, mais aussi par les tourbillons, et qui eux vont être toujours là. On avait une autre question du capitaine de frégate, Monsieur Le Duf. Vous êtes là? Oui. Bonjour à tous, capitaine de frégate Le Duf du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Je représente l'amiral. On a beaucoup focalisé sur les problèmes de pollution par plastique. Tout ce qui est macro-déchets et hydrocarbures, on sait qu'on a une capacité d'intervention et de récupération éventuellement de ces problématiques-là. Comment vous projetez les problématiques liées aux déchets chimiques qui peuvent être solubles, et donc comment on pourrait lutter éventuellement contre ces problématiques-là? Première question. Quels seraient les impacts éventuellement de ces problématiques chimiques? Et deuxièmement, en ce qui concerne les services de secours, dont je fais partie, on constate, et là c'est plutôt sur la partie climatique, que les évolutions du climat génèrent de plus en plus de catastrophes, on l'a vécu récemment à Mayotte, qui sont également sources de pollution. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont prévus pour limiter les flux et la source terrestre pour la pollution maritime à ce niveau-là? Sachant qu'on a souvent des problématiques d'interface entre la partie terrestre, préfecture, et la partie maritime, où des fois on sait que la législation reste quand même complexe. Alors, sur la pollution chimique, en fait, il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de molécules différentes. Et techniquement, on en analysé peut-être quelques-unes simplement. Donc les plus importantes, c'est là où il y a des efforts qui sont faits, mais il y a quand même très peu de molécules qui peuvent être suivies. Les impacts, ils sont propres à chaque molécule. Il y a des produits de dégradation dans la mer qui sont en particulier liés à la physico-chimie de l'eau de mer. Et donc c'est très complexe à aborder. Donc la seule solution, c'est la prévention en fait. Et la prévention, en fait, il y a des politiques, le zéro action plan de la Commission européenne, évidemment c'est encore une politique européenne il faudra du temps qu'elle soit mise en place et autres, mais par exemple la mission Océan, elle a pour objectif de mettre en place des démonstrateurs, notamment sur la pollution marine, et à terme, si ces démonstrateurs marchent, ils peuvent généraliser, c'était dans le plan de relance du Covid, généraliser le traitement tertiaire dans les stations d'épuration, pour arriver à une élimination de pratiquement toutes les molécules chimiques. Ça, c'est un vœu pieux pour l'instant, mais c'est un petit peu la volonté. Donc à terme, si les gens travaillent dans ce sens-là, non seulement c'est pour créer des emplois, bien évidemment, des plans comme ça, pas plus que pour la pollution, mais sur le contexte de pollution. Et à terme, si vous voulez, il y aura des possibilités d'éliminer les apports. Par contre, il y aura toujours des accidents, et ça, c'est quelque chose qui est lié à la manière dont on gère justement les différentes pollutions ou les sources possibles de pollution. Alors sur le carbone, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des... en termes d'interaction avec le climat sur la pollution, c'est peut-être pas direct, c'est-à-dire que c'est difficile de dire que... Ou alors au niveau de la production de pétrole qui fait du plastique, il y a des émissions, par exemple, de gaz à effet de serre et autres. Ça, c'est une possibilité, mais le plastique, ça représente 2-3% de la pollution de pétrole simplement. C'est relativement faible. Par contre, les dérèglements qu'il peut y avoir, donc cyclones et autres, là, ça génère énormément de pollution plastique. Pour la prédiction, ça, c'est plus du domaine peut-être des physiciens que, comment dire, vraiment des environnementalistes et autres. Mais c'est sûr qu'il y a des risques, si vous voulez, que chaque fois qu'il y a un cyclone, il y a tout un ensemble de pollution accessoires. On va rajouter grand-chose, si ce n'est qu'effectivement c'est ce qu'on appelle des événements extrêmes, donc c'est une catégorie un petit peu particulière, mais qu'on pourrait prendre en compte dans des modèles de prévision plus tard, effectivement. Alors, une question ici au centre de la salle. Laurent Mortier de l'Institut Polytechnique de Paris. Vous avez tous les deux peut-être évoqué la nécessité d'avoir des observations, donc des observations pour la recherche. Ma question est plutôt sur l'observation systématique des plastiques. Est-ce qu'on doit aller vraiment vers beaucoup plus d'observations à des petites échelles de temps et d'espace, ou alors on peut se contenter d'un échantillonnage, je dirais,
périodique, voilà. C'est comment aborder cette question de l'observation systématique. C'est une question qui est tout à fait récurrente, en fait. On travaille à l'échelle des océans, et donc on a des problèmes de représentativité des échantillons, et donc l'idéal, c'est d'avoir une acquisition de données suffisamment conséquente pour pouvoir avoir à la fois des modèles performants ou des informations qui sont pertinentes. Et pour ça, c'est une question de... Donc il y a des gens qui travaillent, une communauté, d'ailleurs dans laquelle Christophe participe, pour favoriser la détection de satellites. On arrive maintenant à détecter, pour les containers, on arrive à détecter des nappes de plastique. Il y a tout un ensemble d'étapes de validation et autres. Et on arrivera probablement à avoir une vision globale. On aura peut-être des proxys, ce qu'on appelle des proxys, des indicateurs pour avoir une image justement de la dérive à cause des courants et autres. Ça sera plus difficile sur les fonds marins où il faudra il y a tout un ensemble de techniques pour y arriver. C'est un futur assez lointain pour certains aspects. Comment dire, le problème de fond, c'est toujours l'acquisition de données importantes. Et même pour la pêche, par exemple, c'est encore des freins pour pouvoir tirer des conclusions sur les quotas ou des choses comme ça. Donc ça, c'est récurrent à toutes les questions océaniques en matière de recherche. Je voulais compléter en disant qu'effectivement, il y a aussi des projets de surveillance depuis les bateaux marchands, donc avec des moyens de type caméra, qui sont avec de l'intelligence artificielle dans lequel on peut détecter en fait ce qu'on est capable de voir. Et si on est capable de le faire, on l'a fait dans le passé pour la physique, avec des sondes thermiques, des mesures de la salinité de surface, on pourra le faire aussi bientôt, enfin on espère en tout cas développer ce réseau avec des plastiques. Oui, merci. Moi j'avais à la fois des remarques et puis et une question. Les remarques concernant effectivement François, merci d'avoir évoqué le travail que nous avons fait au Parlement européen pour renforcer, demandant à renforcer effectivement le cadre législatif. Il y a un objectif aussi zéro rejet, zéro déchet qui a été, tu as beaucoup contribué François dans le cadre de la mission Starfish à l'identification de cet objectif. Moi je voudrais souligner parce que vous évoquiez Ocean... ça s'appelle cette expédition, le Buoyant Flag. Ocean Cleanup. Voilà, Ocean Cleanup. Alors, je voudrais partager avec vous le fait qu'au départ, moi je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller nettoyer l'océan? Est-ce que c'est possible? Enfin, ça me paraissait complètement son aspirateur. Et puis j'ai rencontré ce garçon, ça fait 10 ans, 15 ans je crois, qu'il est sur le sujet, facile. Et je suis bluffée par le travail qu'ils ont réalisé aujourd'hui, y compris dans les rivières. Et je l'ai vu l'année dernière au moment de la phase 1 de l'UNOC au Costa Rica. Et ils cherchent aujourd'hui, comme vous l'évoquiez, beaucoup de sous pour mettre d'autres bateaux. Alors c'est assez colossal ce qu'ils recherchent comme moyen financier. Mais il s'est effectivement, et ça répond à la question de François Charles, il s'est vraiment concentré, je crois vraiment qu'il y a un sujet sur les zones de concentration. Là où il faut agir, et François, c'est vraiment aussi un point sur lequel tu avais attiré notre attention, c'est que ce soit dans les rivières, que ce soit dans les gyres, que ce soit dans les fonds marins même peut-être un jour, c'est de se consacrer aux zones, vraiment s'orienter sur les zones de concentration, d'accumulation, voilà, d'accumulation, parce que ça me paraît vraiment très très pertinent. Un petit point sur les larves de sirène que tu évoquais François tout à l'heure. On a intégré le transport maritime nous au Parlement européen, ça a été voté par le Parlement et malheureusement les larves de sirène, le transport maritime n'a pas été retenu dans le trilogue. En revanche, l'OMI, enfin le MEPC travaille sur le sujet. Et enfin j'ai une question moi, puisqu'on est en panne un peu du côté du traité plastique, quelles sont vos recommandations? Comment vous voyez l'évolution de ce traité sur le plastique? Parce que les scientifiques sont quand même un peu associés à ce traité, en tous les cas consultés. Quelles seraient vos recommandations? J'ai eu l'occasion de travailler pendant quelques années sur la préparation avant les négociations. Et typiquement, au début, c'était un traité qui devait porter sur la pollution par les déchets en mer, et qui s'est transformé, comment dire, en traité de plastique, y compris à terre. Et donc les questions ne sont plus simplement marines, mais concernent tout le cycle de vie. Et donc il y a toute une partie qui est très politique, si j'ose dire. Au début, c'était simplement un traité qui aurait apporté de l'information à l'industrie, en disant il faut faire attention pour telle ou telle raison. Là maintenant, il y a des enjeux qui sont politiques, avec des décisions. Il y a des pays évidemment qui sont favorables et d'autres non, simplement parce qu'ils sont producteurs ou ils ne le sont pas, parce qu'ils exportent ou ils n'exportent pas. Je pense que, comment dire, il y a le besoin de données, il existe, parce qu'il faut supporter les décisions qui seront prises, ça c'est une chose. Après, c'est des questions, comment dire, qui sont vraiment c'est des enjeux économiques, si vous voulez, sur la pollution plastique,
plus que sur la production de plastique, plus parce que c'est à la source évidemment, et donc il y a forcément des gens qui ne peuvent pas accepter d'arrêter la production. On comprend, il faut savoir que le plastique c'est quand même utile, que ce soit en chirurgie par exemple, des composites qui sont utilisés dans les ailes d'avion, c'est moins de carbone et autres, et puis en plus il faut quand même se rappeler que si les granulés industriels, on en trouve 10% dans les estomacs d'oiseaux, ce qui veut dire que l'industrie est responsable également des apports de plastique, notamment par les containers, les accidents et autres, et ça c'est une réalité. L'essentiel des déchets qu'on trouve en mer, plastique, c'est quand même des plastiques à usage unique, sacs, bouteilles et autres, et donc on a tous une part de responsabilité, c'est pas forcément, voilà. Donc les pêcheurs sont responsables de 10-15%, on l'a dit, l'industrie est responsable peut-être de 10%, c'est pas précis si vous voulez comme chiffre, il y a quand même une partie qui vient des consommateurs. Donc c'est difficile parce que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la complexité, c'est la diversité des sources, et c'est difficile, voilà. Donc le principe pour l'instant, ça serait d'arriver à avoir un accord pour pouvoir prendre des décisions, et puis petit à petit arriver à fixer des objectifs qui soient raisonnables et qui soient atteignables, avec évidemment des enjeux qui dépassent simplement ceux des environnementalistes. Dernière question rapide de la salle, s'il vous plaît. Oui, Gilles Messereau, l'Académie de Marine, une question pour le professeur Sun. Est-ce que vous pensez que l'avis donné par le Tribunal international du droit de la mer est susceptible d'influencer la Cour internationale de justice, qui je crois a été saisie par le Vanuatu, si je me souviens bien, sur le sujet du changement climatique et des responsabilités induites? Actually, the question is, the International Court of Justice has also been asked for an advisory opinion concerning the obligation of states to combat climate change, and what are the difference between these opinions? Yeah, thank you very much. Sorry about my, I don't understand French. So ETLOS, the one in front of ETLOS is solely about under UNCLOS, about marine environment. The one in front of ICG goes much broader. It covers human rights related, for example, have a heavy influence on human rights, state responsibility. So I think that's the basic kind of distinction, because ICG does have a broader mandate. They can look at overarching of international law. So yeah. And I think the hope is that they will agree with what ETLOS defined, that it fell under the marine pollution, so UNCLOS is also relevant to that. Thank you. Écoutez, on va s'achever ici pour respecter l'horaire pour le panel suivant. Écoutez, merci bien. Thank you very much, Professor, for your outstanding speech and your quality of expertise. Merci, messieurs les professeurs. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de débattre. Merci beaucoup.